manipuler l'individu, eh ben, le comportement et l'influence. C'est ce qu'on appelle euh, les dimensions d'Ofsted. Je vais vous en parler. Avant de voir tout ça, on va voir quelques stratégies, ok? Puisque tout ça est en ligne, il va falloir qu'on parle un petit peu de certains sujets. Je vais vous parler de la e-réputation, hein. On appelle ça la web réputation, la cyber réputation, la réputation numérique sur le web ou sur Internet ou en ligne. En fait, cette réputation, bah, c'est quoi? C'est l'opinion commune, l'information, avis, échanges, commentaires, rumeurs sur le web d'une entité, d'une marque, personne morale, par exemple une entreprise, ou physique, un particulier, qu'elle soit réelle, représentée par un nom ou un pseudonyme, ou imaginaire. Elle correspond à l'identité de cette marque ou de cette personne associée à la perception que les internautes s'en font. Donc le but des services de renseignement, c'est de contrôler l'information et si jamais on a des lanceurs d'alerte, des whistleblowers, ok, on va utiliser des missiles informationnels, on va créer de toutes pièces des fausses informations, ok, pour ternir l'irréputation, ok. Le procédé le plus simple que je peux vous dire, on va vous dire, ah bah écoutez, il est antisémite, il est d'extrême gauche, il est d'extrême droite, il est complotiste. Je rappellerai que la théorie du complot a été inventée par la CIA après l'assassinat de Kennedy. Donc, attention, l'irréputation, autant on peut dresser un portrait de vous même sur Internet qui est louable, autant on peut ternir votre image numérique. Et bah, on l'a vu avec les réseaux sociaux, il y a des gens qui se font agresser virtuellement, donc sur les réseaux sociaux, et malheureusement, bah, ça amène des gens fragiles intellectuellement et ça les pousse au suicide. Ok? On va venir harceler ce qu'on appelle aujourd'hui le cyberharcèlement. Ok? Donc il y a toutes ces techniques et la notoriété numérique. Vous savez aujourd'hui qu'une société, le prestige, son image de marque dans l'inconscient des gens, eh ben, si jamais vous piratez leur serveur, si vous les défigurez, eh ben, la société va perdre tout de suite en crédibilité, en image de marque, et même son action en bourse peut chuter du jour au lendemain. Donc, comme je vous disais, on peut ternir la réputation de quelqu'un dans la vraie vie, si vous me permettez l'expression un peu triviale, ok? Je peux utiliser vos failles, vos faiblesses, ok? Il y a une jolie fille qui travaille pour les renseignements, si vous êtes un homme, ou il y aura un joli garçon, si vous êtes une femme, qui va vous approcher, ok? Elle va, comme on dit dans le jargon, elle va vous épouser, ok? Elle va épouser, elle va vous manipuler en fait, elle va vous comprendre, et elle va comprendre quelles sont vos failles, quelles sont vos lignes de fracture, sur quel sujet on peut vous pousser pour vous faire parler, gagner votre estime, gagner votre confiance. Et à partir de là, c'est comme un cheval de Troie. Ok? Vous connaissez tous le mythe du cheval de Troie. On a fait rentrer le cheval. À l'intérieur du cheval, il y avait toute une armée. Et la nuit, quand tout le monde dormait, eh ben, ils ont mis à mal, hein, le reste du groupe. Ils ont fait une opération à, à la fois de psyops, ok? Ils ont fait passer ce cheval de Troie qu'on a offert et à l'intérieur, on avait militarisé la sculpture, ok? Cet énorme cheval, en fait, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait l'équivalent des forces spéciales, ok? Bon, on parle de ça d'il y a 2000 ans, mais le principe est le même, ok? En marketing, on a le principe du pied dans la porte, en fait. C'est qu'en psychologie, si jamais, comme les commerciaux, hein, je vais mettre le pied dans l'embrasure de la porte et si vous essayez de claquer la porte, il y aura mon pied qui va bloquer la porte. Je vais vous dire non, non, j'ai juste deux, trois trucs à vous demander. Ok, c'est aussi simple que ça. En psychologie, si j'ai envie de vous réclamer 5, 10 euros, je vais d'abord vous demander l'heure, ok? Ou quel temps il fait. Et essayer de gagner votre confiance. Et en fait, une personne est beaucoup moins réticente à une seconde requête, une seconde demande, si on en a formulé déjà une première. Ok? Et vous verrez, il y a plein d'études qui ont été faites. Eh ben, vous demandez d'abord l'heure. Ensuite, vous dites, bah écoutez, je suis en galère et tout, vous pourriez pas me passer 3 euros. Et la plupart des gens, c'est un réflexe humain. Ce sont encore une fois bah, des techniques de manipulation. On est tous pareils en fait, hein.
Au niveau du groupe, on est tous identiques. Individuellement, on est tous uniques. Je vais aborder ce point-là. Mais en gros, vous serez beaucoup plus enclin à satisfaire une seconde demande si on vous en a fait une première, en fait. Une première qui vous coûte rien. OK? Vous allez demander l'heure, vous allez parler de la pluie et du beau temps, mais déjà, vous commencez à gagner la confiance de la personne. Et si elle est réticente, elle partira. Si elle a de l'empathie, elle vous adressera la parole et à partir de là, vous pourrez lui demander plus, 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 toujours plus. C'est le principe de manipulation d'une source. OK? On commence petit et petit à petit, on commence à gagner la confiance de la personne et on va lui demander toujours plus. OK? C'est les mêmes techniques qu'utilisent les pervers ou les perverses, parce qu'on oublie souvent qu'il y a beaucoup de femmes, elles sont même meilleures que les hommes. Les pervers narcissiques. OK? Ils vont rentrer dans votre vie, ils vont vous bouffer le cerveau. OK? Ils vont gagner votre confiance. Ça peut être des amis, ça peut être des petites amies ou des petits amis, et ils vont vous bouffer. OK? Petit à petit. Ça va se faire tellement de façon graduelle et sur des mois, sur des années, vous n'allez pas vous en rendre compte. Et le jour où vous vous rendrez compte que vous avez été manipulé, on dit toujours le mari cocu ou la femme cocu, c'est la dernière personne à s'en rendre compte. Eh ben c'est vrai, ok? Puisque il n'y a pas de manipulation sans confiance, ok? Tout le principe de manipulation ne peut exister que parce que il y a un gain de confiance. Si la confiance n'est pas accordée, la manipulation n'est pas possible. C'est pour ça, faites bien attention à qui vous donnez votre confiance. Que ce soit des proches, hein, comme on dit, garde tes amis près de toi, tes ennemis encore plus près. Faites attention aux gens qui vous entourent. Ok? Attention dans vos relations amoureuses. Attention quand vous travaillez pour une grosse boîte et que vous êtes en déplacement à l'étranger. Vous serez une cible de choix pour les agences de renseignement, pour les mafias, les groupes, peu importe. Ok? Vous êtes, vous êtes seul, et comme vous êtes esseulé, vous êtes à l'étranger, vous devenez une cible. Ok? Une cible facile. Ok? Surtout si vous avez des problèmes affectifs, vous avez des gouffres affectifs, vous avez des problèmes de famille, des problèmes de couple, des problèmes en termes de vie relationnelle. On va pouvoir trouver ces failles et les exploiter. Ok? Pour vous manipuler. Donc attention. Donc, comme je vous disais, l'irréputation, ça veut tout et rien dire. Mais vous savez que je peux vous nuire. Je peux prendre des photos de vous en train de coucher avec des petits-enfants, vous faire chanter. C'est très moche comme concept, mais vous savez que les agences de renseignement le font et l'ont toujours fait. Une petite pensée à Epstein, qui est mort en prison. Donc, l'irréputation, c'est pareil. Sur Internet, je peux nuire, je peux ternir votre image de marque et soit, eh ben, vous avez une mauvaise irréputation et dans ce cas-là, vous devenez inutile en fait, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, le business se fait sur Internet. Si jamais je ternis cette réputation, eh ben, ça va être un manque à gagner pour vous. Soit vous êtes neutre, vous avez une bonne image, mais vous êtes sans visibilité. C'est ce qu'on appelle un déficit de visibilité. Soit peut-être vous avez une bonne image soutenue avec une visibilité importante. Ok, vous avez une e-réputation favorable, donc qu'il faut entretenir. Et sinon, bah, dans le pire des cas, vous avez vraiment une mauvaise image qui est soutenue par une visibilité importante. C'est typiquement ce qu'on appelle du bad buzz. Ok, c'est les grosses boîtes qui sont influentes, qui sont suivies, ou les influenceurs sur Internet et malheureusement, bah, du jour au lendemain, on peut ternir leur image et bah, vous savez qu'ils vont perdre la crédibilité, la confiance que leur a accordé leur audience. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais pas développer, mais dites-vous que au même titre que vous avez une réputation dans la vie de tous les jours, vous avez également une réputation virtuelle sur Internet. Et plus vous allez prendre parole, plus vous allez vous mettre sur le devant de la scène pour essayer de changer la société, pour travailler pour des ONG, pour travailler pour des associations à but non lucratif, plus vous essaierez de changer le système en place, plus on pourra se servir de vos propres failles pour vous attaquer.
tant sur votre vie personnelle que votre vie privée, que votre vie en termes de travail, ok, professionnel. Et ça se passe dans les deux mondes, dans l'espace, votre vie au quotidien, et dans le cyberespace, ok? Tout ce que vous faites en ligne, eh ben, ça pourrait être remis en question, critiqué, et c'est ce que font les agents du renseignement. Ils mettent en place des trolls pour discréditer des gens bah, qui nuiraient aux forces qui sont en place. Le but, c'est de maintenir l'ordre, toujours l'ordre. De toute façon, les systèmes humains, les sociétés se structurent de deux façons. Soit c'est le chaos et l'anarchie, soit c'est l'ordre. Et vous savez que les agences de renseignement, elles s'en foutent du président en place. Il peut être de gauche, de droite. Elles sont aux ordres. Leur but est de maintenir l'ordre. Ok? Le pouvoir reste en place. Et le pouvoir, vous savez, ce sont les gens riches, les oligarques qui dirigent la société. Ce n'est pas le peuple, hein. On nous a toujours dit, la démocratie, c'est le peuple pour le peuple. Mais on voit que malheureusement, depuis des siècles, c'est loin d'être le cas. Mais ça, c'est un autre problème. Je dis que je ne ferai pas de politique. En tout cas, les agents du renseignement sont là pour maintenir l'ordre. Et même, j'ai envie de dire, pour aller vers un nouvel ordre mondial et un nouveau désordre mondial. Parce qu'il y a deux façons de diriger. On peut diriger avec de l'ordre, structuré, ou on peut diriger par le chaos, ok? L'ordre naît du chaos, ok? Ordo ab chaos, comme on dit chez certains. Donc deux façons. Tantôt, on va avoir des périodes de stabilité au niveau de l'humanité, au niveau de nos civilisations, et on va avoir des périodes de chaos. Et c'est comme des électrochocs, je vous dis, des périodes de crise et tout ça. Ça permet de remanier la société et de conditionner les gens, et après une période d'accalmie. Parce que on peut pas tout le temps les faire souffrir, il faut les laisser souffler. Ok, je vous citerai la période de vos parents, les Trente Glorieuses, où il y a eu un essor économique jusqu'à ce qu'on tombe sur le premier choc pétrolier, second choc pétrolier dans les années 70. Et tout ça est créé de toutes pièces. Faut pas vous voiler la face. Ok. Donc c'est pareil, posez-vous des questions, ayez un esprit critique. À qui profite le crime? À qui profitent les crises? Et là, on voit bien qu'avec la crise du Covid, les GAFAM et d'autres sociétés s'en sont sortis et sont mis, si vous me permettez l'expression, plein les fouilles. Ok? Donc, pendant qu'on appauvrit une partie de la population, les plus défavorisés, qu'on est en train de détruire la classe moyenne, on voit, et notre État-nation, notre État-providence, on voit que certaines entreprises s'en sortent grandis, s'en sortent renforcées, et bah alors, en termes de bourse, hein, de capitalisation, ils ont fait énormément de bénéfices, ne serait-ce qu'Amazon, ok? Et je peux vous parler d'Uber Eats, et il y en a plein. Tous les GAFAM se sont enrichis sur cette crise du Covid. Donc encore une fois, comme un inspecteur, posez-vous la question, à qui profite le crime? Il y a toujours, même dans des guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui se sont enrichis sur ces guerres. Il y a eu des millions de morts, et il y a des gens qui sont sortis milliardaires. Donc posez-vous les questions, c'est vraiment important pour avoir du recul. Ensuite, on va avoir la guerre de l'information, puisque depuis le départ, je vous parle de ça. Voyons un petit peu le principe de la guerre de l'information qu'on dénomme aujourd'hui l'infoguerre, ok? Infowar ou information warfare en anglais. En fait, ça désigne l'ensemble des méthodes et des actions visant à infliger un dommage à un adversaire ou à se garantir une supériorité par l'usage de l'information. Donc cela concerne l'acquisition de l'information, les données ou les connaissances stratégiques à propos du dit adversaire, la dégradation de ces systèmes d'acquisition d'informations et de communication, la manipulation et l'influence, notamment avec la désinformation et la subversion de sa propre opinion, plus généralement la propagation soigneusement organisée et contrôlée auprès de cet adversaire de toute diversité de messages
au contenu destiné à servir la stratégie de son propre camp et faire de la rétention d'informations pouvant servir un adversaire. Ce sont les principes de la guerre de l'information, la G4G. Donc, c'est un vocabulaire typiquement militaire, anglo-saxon, et c'est pareil. On a la confluence entre l'intelligence économique, les technologies de l'information et de la communication. Je vous rappellerai qu'on a une science qui s'appelle la théorie de l'information. Et tout est basé sur la théorie de l'information, que je ne développerai pas là puisque ça prendrait des heures. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça, ça désigne aussi bien des actions d'influence sur l'opinion publique ou n'importe quelle forme de sabotage de l'image des institutions au moyen de stratégies de communication, de recherche d'informations légales ou illégales via l'espionnage industriel, d'imposition de normes dans le domaine du traitement de l'information. L'infoguerre, en fait, elle se pratique sur les plateaux de télévision, sur Internet, via les satellites, via des logiciels. Elle n'est pas seulement menée par des pirates informatiques ou des spin doctors, manipulateurs de l'opinion, mais par des juristes, des militaires, des ingénieurs, des chercheurs qui y prennent également part. Quels sont les domaines concernés? En fait, la notion de guerre de l'information, elle est valable à la fois en temps de guerre et en temps de paix. Rappelez-vous ce que disait Orwell, hein, la guerre, c'est la paix. C'est exactement ça. En temps de guerre, la notion recouvre toutes les méthodes visant à surveiller, paralyser ou dissuader un adversaire, par exemple en détruisant ses systèmes de transmission ou en prenant le contrôle de ses réseaux informatiques. C'est là qu'entrent en jeu les hackers. En temps de paix, cette notion est plus générale. On peut parler de tentative d'établir une hégémonie sur les réseaux de connaissances, notamment au niveau des entreprises, des universités, des grandes écoles, des centres d'études et de recherche, en jouant sur des normes macroéconomiques, d'évaluation du capital immatériel ou sur les normes en général, en informatique ou en télécommunications notamment. L'utilisation du droit pour influencer l'économie internationale en mettant en œuvre les règles sur les contrats internationaux et en utilisant les failles juridiques de l'adversaire. On va voir là ça. Surtout les chambres de commerce internationales, hein, le droit international au niveau du commerce, comment on peut jouer, je vous parlais de cette zone grise dans la cyberguerre, dans le renseignement, on a également une zone grise du commerce international qui permet le blanchiment, hein, le blanchiment des narcotrafiquants, du trafic de drogue pour aller financer soit des campagnes électorales de nos présidents, soit pour financer des opérations sous couvert de nos services de renseignement. Ok? On sait que, par exemple, depuis que les Américains ont fait la guerre en Afghanistan, bah, on a le prix de l'opium qui a explosé et via les talibans, on a eu un trafic sans précédent de la morphine, morphine base et de l'héroïne depuis que les Américains ont fait la guerre en Afghanistan. Donc cet argent est réinjecté. C'est de l'argent sale, c'est de l'argent noir qui va pouvoir profiter euh, au, au budget qui sont cachés en fait, hein, et qui permettent de financer des guerres, des attaques par proxy, par procuration, mettre en place, financer des groupes terroristes. Ok? Je vous ai dit le bien, le mal dans le monde du renseignement, ça veut rien dire. Tout ce qu'il faut, c'est parvenir à ses fins. Ces gens n'ont aucune éthique, aucune déontologie. Ils sont pas comme vous, ce sont des psychopathes, des sociopathes. Utiliser des réseaux de surveillance, des échanges d'informations mondiaux. Je vous citerai Echelon, ok, qui permet de contrôler l'ensemble des télécommunications avec les Five Eyes, ok, qui sont maintenant aujourd'hui 23, je crois, et la France en fait partie. Et les politiques d'influence qui s'exercent à travers les réseaux sociaux des parties prenantes d'entreprises étendues, donc des organisations non gouvernementales, ONG, en utilisant en appui les sources ouvertes, puis en contrôlant la perception, les initiatives. On va voir la gestion de la perception, en fait, hein. Perception management en anglais. En fait, comment on peut contrôler la vision qu'ont les gens d'un sujet, ok? Manipuler leur biais cognitif pour justement aller s'écarter de la vérité et les pousser à penser quelque chose qui est totalement faux. Les dérives de l'économie de marché aussi, hein, l'extension de la concurrence,
des activités de déstabilisation, voire d'agression des concurrents. Par exemple, en exploitant systématiquement les points faibles de l'adversaire. Détecter ses points forts, là on va faire de la recherche d'informations par des moyens légaux ou à la limite de l'égalité. C'est ce qu'on appelle l'espionnage. On va créer une rumeur, donc de la fake news, pouvant discréditer une entreprise. L'évaluation des performances financières à travers les normes comptables orientées actionnaires. Les stratégies de communication également, spécialement la communication de masse, en utilisant les réseaux sociaux professionnels, pouvant jouer sur les biais de l'adversaire, en exploitant les attentes légitimes de la société civile dans le domaine de l'écologie. C'est le meilleur exemple. Enfin, toutes les luttes liées aux technologies de l'information et de la communication, qu'elles aient des motivations militantes, ludiques, délictueuses, virus informatique, piratage, paralysie d'un site via du DDoS. Dans tous les cas, il s'agit de diriger l'opinion à travers des actions de guerre psychologique, de guerre de l'image, de mise en scène, de désinformation, destinées notamment à faire adhérer l'opinion internationale à sa cause, à diaboliser l'adversaire ou à démoraliser le camp adverse. Ok? L'axe du bien contre l'axe du mal. 11 septembre 2001. Bush, la petite fiole agitée, disant qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. On sait que c'était que des mensonges organisés par le Pentagone. Ok? Donc, vous voyez bien que entre l'action et entre le temps où on a des lanceurs d'alerte ou des documents qui fuitent ou un certain recul, puisque je vous ai dit que la peur était mauvaise conseillère, c'est pareil, prendre des décisions, essayer de comprendre ce qui se passe sans le recul, vous ne comprendrez pas. La crise du Covid, vous allez enfin comprendre ce qui s'est vraiment passé dans quelques années, ok? Quand on aura pris le recul nécessaire, parce que là, on a tous eu peur, on s'est tous inquiétés pour la mort de nos proches, on a vu nos États-nations être complètement annihilés, hein, certains gouvernements ont pris des décisions qui étaient totalement irrationnelles. On a eu quand même quasiment 1 million de morts. Donc ça fait réfléchir, mais il faudra prendre du recul, ok? Toujours prendre du recul pour analyser une situation. Pour l'instant, on a tous la tête dans le guidon, on a peur, on est effrayé pour certains, d'autres sont énervés par l'inaction de leur propre gouvernement, donc il faudra que les tensions s'apaisent et prendre le recul pour comprendre. Donc la guerre de l'information, on a vu la guerre de l'information avec le Covid, ok? La propagande, la manipulation mentale, ou employer un euphémisme, pour employer, pardon, un euphémisme militaire, ce qu'on appelle l'influence stratégique, la diplomatie publique, les opérations psychologiques, aka PSYOPS, et les opérations psychologiques dans le secteur civil, ok? Donc l'infoguerre est partout, 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 partout. Ça peut être la communication d'une entreprise, ça peut être la communication qu'on fait via les médias, et ça peut être également la communication faite par le secteur militaire. Ok. Le but, c'est l'information. Je vous ai dit, l'information aujourd'hui, c'est le nouvel or noir. C'est comme du pétrole. Le big data, l'intelligence artificielle, l'information, c'est ce qui rapporte énormément. Ça rapporte énormément d'argent et ça rapporte énormément de renseignements pertinents pour les agences de renseignement. Et qui contrôle l'information contrôle l'avenir, ok? Et contrôle les marchés financiers. On peut contrôler l'information via les moteurs de recherche. Coucou Google, ok? Donc, et les métadonnées. Tout ça, il faut le gérer, c'est le principe du cyberespace. C'est pour ça que les armées, les Américains, les Français, on va s'occuper du cyberespace. Et ce qui compte, je vous ai dit, c'est la gestion de la perception. Donc, la gestion de la perception. Tiens, je vous mets une petite image. La gestion de la perception, elle est plus connue sous le vocable anglais Perception Management, en fait. Selon le département de la défense des États-Unis, le DoD, c'est une technique qui recouvre les actions consistant à fournir ou à camoufler une information sélectionnée et des indices à des audiences étrangères de façon à influencer leur émotion, leur motivation, leur raisonnement objectif. Cette doctrine militaire a été inventée par l'armée américaine. Elle est enseignée aux étudiants des écoles militaires américaines, mais aussi à ceux qui se destinent au renseignement extérieur et intérieur, CIA, FBI ou à la
diplomatie. Cette doctrine a été identifiée par Marty, ok, Yves-Michel Marty, qui est spécialisé en intelligence économique, et Christian Arbulot, qui est le directeur de notre école de guerre économique, qui parle à ce sujet d'une démarche souterraine. C'est pour ça que j'ai titré une de mes vidéos l'Underworld, le monde souterrain. Le monde souterrain, comme dans Matrix, c'est le monde que tu ne connais pas. C'est parce qu'on superpose un monde à un autre monde pour que tu ne le vois pas. Et ces démarches souterraines, c'est toutes les actions qui sont menées par les services de renseignement que vous n'entendrez jamais parler. Ok? Pourquoi? Bah, parce qu'il faut que ça reste secret. Et le principe d'une agence du renseignement, c'est que pour qu'elle puisse fonctionner, tout doit être secret. Ok? Et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ce qui prime, c'est la raison d'État. Maintenir l'État en place. Ok? Qui garde son pouvoir. Et qui ait aucun changement possible. Ça, c'est le boulot des agences de renseignement. Ils sont pas là pour le votre bien. Ils sont là pour maintenir le pouvoir en place. C'est des chiens de garde. Donc, préparation. Et un but bien défini, savoir quels résultats idéaux vous voulez obtenir des gens. La crédibilité. Assurez-vous que votre information est consistante, argumentée. Utilisez les attentes ou les préjugés pour augmenter votre crédibilité. Support à multiples directions. Ayez de multiples arguments et des faits fabriqués pour renforcer votre information. Ok? Contrôle centralisé, tel un ministère de la propagande ou un bureau dédié. La sécurité de l'information, la nature de la campagne de tromperie n'est connue que de quelques-uns. C'est ce qui en fait sa puissance. L'adaptation, la campagne de tromperie, de supercherie, elle va s'adapter également à chaque fois que c'est nécessaire, avec le temps, en temps réel. La coordination, ok, tout mouvement armé, toute attaque, toute cyberattaque a besoin d'une coordination. C'est pareil dans la guerre de l'information. L'organisation, le ministère de la propagande, il est organisé selon un modèle hiérarchique afin de maintenir un apport consistant et une bonne synchronisation à la diffusion de l'information. Enfin, on a deux techniques, les déclarations mensongères, fabriquer la vérité. Je répète, fabriquer la vérité. Et la dissimulation. Je vous parle tout le temps d'offuscation. Toute information contredisant la version officielle doit être détruite. Ok? À partir du moment où il y a une information qui contredit la version officielle, on va dire non, non, fake news, non, non, site d'extrême gauche, site d'extrême droite, cette personne est complotiste, ok? Parce qu'on ne veut pas que vous ayez une autre version que la version officielle. Hein, on ne veut pas que vous contredisiez la version officielle. Regardez comment on a traîné des gens intègres, comme le professeur Montagnier, comme Raoult, ok? Comment on les a salis. Ça devrait méditer là-dessus. Toutes les techniques que je suis en train de vous parler, pensez un petit peu au traitement médiatique de certaines célébrités. On les a fait passer pour des fous, pour des gens lunatiques, des gars éberlués qui racontent des fake news, qui font des théories du complot. Euh, Bien sûr que c'est le pangolin et la chauve-souris qui a transmis le Covid. Là, vous allez voir dans quelques mois qu'on va vous dire que oui, c'est bien sorti d'un laboratoire P3 ou P4 à Wuhan. Donc le contrôle de l'information, toujours, 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 c'est un mal nécessaire. J'en reviendrai à Bernays en démocratie, ok? C'est pas le propre des dictatures, malheureusement pour nous, qui sommes citoyens des dites démocraties. Donc, je vous ai parlé des biais, comment on pouvait manipuler les biais psychologiques, ok? Les biais cognitifs, la dissonance cognitive. Ok? Le meilleur exemple de la dissonance cognitive, c'est quoi? C'est de vous dire, bah écoute, t'as vu des chars, mais en fait, ces chars, c'était des ballons, c'était des baudruches. Regarde, avec quatre gars, on peut les soulever. Et vous allez me dire, non, non, c'est pas possible, c'est impossible. J'étais dans mon avion de reconnaissance, je suis passé au-dessus, j'ai vu le champ de bataille, j'ai vu ces chars, c'est impossible. Et bah voilà, ça c'est le principe de dissonance cognitive. Vous ne croyez que ce que vous voyez. Vous avez vu des chars d'assaut, vous n'avez pas compris que c'était une ruse militaire.
Je vais vous montrer là les principales ruses militaires qu'on utilise sur le champ de bataille et qui peuvent être retranscrites dans le cyberespace. Ok? Ou moi, je vous donne de l'information dérivée des agences de renseignement et vous allez me dire, mais attends, non, non. Moi, je suis un citoyen éclairé. Je lis la presse. J'ai fait des études. Je suis issu de bonne famille. C'est impossible. Tout ce que tu me racontes, c'est impossible. Je peux pas le croire. On en aurait parlé, la fameuse phrase, les journaux en auraient parlé si c'était vrai. Ça, c'est le principe de dissonance cognitive. On peut vous apporter toutes les preuves, vous montrer tout en détail avec des documents déclassifiés. Eh ben, vous n'y croirez pas. Parce que ça serait remettre en question tout ce que vous avez cru être vrai à une époque. Et là, votre cerveau, il bug. Le principe de dissonance cognitive. Vous allez vous réfugier dans un monde qui n'existe pas parce que vous avez pas envie de voir la réalité. Et on est tous pareils. On est lâches. On n'a pas envie de voir le monde tel qu'il est, avec ses horreurs, avec son lot de manipulations. On préfère trouver une explication très simple. Ok? Le monde va bien, je vais bien, je vis dans le monde des bisounours, en fait. Parce que voir la réalité, ça demande un travail sur soi-même. Ça veut dire remettre en question ce qu'on nous a inculqué depuis notre plus jeune âge, avoir un esprit critique, alors qu'on nous force à, à être des moutons, en fait, hein, à accepter ce que pense la masse, bah, c'est ce que moi je pense. Et si jamais je contredis la doxa, eh ben, on va me montrer du doigt, je vais être ostracisé, on va me traiter de théoricien du complot, ok? Et c'est pareil, la plupart des gens, si vous en êtes conscient, allez parler à des proches, à des amis, à des membres de votre famille, vous allez voir ce principe de dissonance cognitive qui se met en place. Vous pourrez leur apporter toutes les preuves, ils refuseront de voir la vérité. Pourquoi? Parce que leur cerveau a déjà une vérité. Et là, j'en reviens à ce que je vous disais. La réalité, c'est quoi? C'est une interprétation de votre cerveau. C'est des afflux électriques, ok? Et vos cinq sens, c'est quoi? Encore une fois, qu'est-ce que le réel? Hein? Qu'est-ce que la matière? Hein? C'est pareil, on pourrait faire de la métaphysique. Vous savez très bien qu'au niveau quantique, c'est que du vide, que du vide. Pourtant, vous êtes là, vous avez un corps, vous avez un esprit, mais tout ça, c'est quoi le réel? Qu'est-ce que le réel? Le réel, en fait, c'est, encore une fois, ce que je vous disais, ce sont les schémas de pensée, c'est la structuration des données, des stimuli extérieurs que vous avez eus depuis que vous êtes tout petit et votre cerveau a créé cette réalité. Il a créé des modèles mathématiques, il a créé des schémas de pensée, des représentations. J'en reviens à ce que je vous disais. Si je te montre une photo de papillon, tu sais que c'est un papillon. Si je te montre un balai, tu sais que c'est un balai. Mais si à l'inverse, depuis que t'es tout petit, je te montre un balai et je te dis que c'est un papillon, et je te montre un papillon et je te dis que ça c'est un balai, qu'est-ce que tu vas croire? Arrivé à l'âge adulte, si je te dis que le papillon c'est un balai et le balai c'est un papillon, tu vas me dire non, c'est l'inverse. Vous voyez où je veux en venir? Le conditionnement, comme Pavlov avec ses chiens. On va passer à la partie psychologique, vous allez comprendre, et je vais développer mes pensées. Donc, les biais cognitifs, on a vu l'infoguerre, bien comprendre ces techniques, et il y aurait tant à dire. Les lois de Clark, je vous ai dit, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. On a vu que sur Internet, on peut créer de faux comptes, des avatars, des sacs puppets, ok? Moi, je suis un hacker, hein, j'ai un avatar de hacker sur ma page YouTube, je m'appelle Saltimbanque. Ça, c'est un sock puppet, ok? J'utilise un avatar, pourquoi? Parce que cet avatar me permet de parler de choses sans utiliser mon nom, ok? Puisque je sais que on pourrait justement se servir de ça comme faille, ok? Pour m'atteindre au plus profond de ma personne. Justement, cet avatar me permet, via des moyens cryptographiques, de pouvoir parler librement dans une société de contrôle, dans une société de surveillance de masse, ok? C'est les quelques refuges qui nous restent en tant que citoyens pour parler librement, parce qu'on sait qu'on est constamment écouté. Si vous n'êtes pas trop crédule, encore une fois. Mais sachez que ces avatars, ces sacs puppets, qui sont utilisés par les activistes pour pouvoir parler librement, sont également utilisés par les services de renseignement pour manipuler. Ok? Donc, l'anonymat, vous pouvez en faire des choses bien,
comme quand vous allez aider les gens à utiliser Tor pendant les printemps arabes pour qu'ils se rebellent, ok? Pour qu'ils puissent communiquer, parce qu'ils sont écoutés par leur propre gouvernement. On fera un petit coucou à l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, hein, la Libye. Voilà. Et il y a des activistes pendant les printemps arabes. Bah justement, grâce à l'anonymat, grâce à Tor, même si on sait que Tor est perfectible, même si on sait que Tor est espionné par certaines agences de renseignement, en tout cas, l'anonymat a permis à ces gens, pendant les printemps arabes, de changer et de dégager, hein, des gens qui étaient en place depuis trop longtemps et qui faisaient du mal à la population, à leur peuple. Et justement, l'anonymat, ça peut être utilisé pour le bien, ça peut être utilisé pour le mal. Ok? Donc, des fois, la vision, elle est assez manichéenne, le bien, le mal, mais sachez que tout en fait, hein, tout, vous pouvez faire du renseignement, protéger votre pays, mais vous pouvez également faire du renseignement pour déstabiliser des pays. Ok? Donc, il faut avoir cette vision d'ensemble. Et c'est vrai qu'on a tendance tout le temps à se baser sur nos propres idéaux, nos propres croyances, et on est tout le temps tiraillé entre le bien et le mal. Mais parfois, bah, c'est plus complexe. Donc ça, il faut le comprendre. Surtout quand on parle du renseignement. Euh, je vais vous parler des magiciens. Des magiciens, je vous parlerai de Robert Houdin, je vous parlerai de Jasper Maskelyne, je vous parlerai de John Mullen, ces magiciens qui ont travaillé pour les agences de renseignement. Je vous ai dit, le hacking, c'est de la magie. La guerre de l'information, c'est de la magie. La manipulation, la subversion, c'est de la magie. Puisque on arrive à gagner de l'influence sur une personne sans qu'elle s'en rende compte. Et en effet, c'est comme le magicien qui sort un lapin de son chapeau. Cette photo-là, je vais vous parler de l'opération Fortitude, en fait, dans la prochaine vidéo. Pourquoi? Parce que bah, c'est la plus belle guerre psychologique qu'on ait jamais fait. Je résume, je vais vous en parler en détail dans la prochaine vidéo. Opération Fortitude, c'est quoi? C'est mettre en place des dummies, comme on les appelle. Ok? Du faux matériel de guerre, de faux bateaux, de faux chars, de faux camions, de faux avions. C'était des baudruches, ok? Des tanks gonflables. Et pourtant, eh ben, les avions de reconnaissance allemands ont cru qu'il y avait un vrai théâtre d'opération, qu'il y avait une invasion qui se faisait. Pourtant, c'était que des leurs. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on fait de la guerre psychologique, comment on peut tromper son adversaire, les différentes techniques qu'on utilise sur le champ de bataille. Et ces techniques, on peut les retranscrire dans le cyber, ok? Ce que vous pouvez faire avec des tanks gonflables, eh ben, je peux le faire dans le cyber aussi également. Je vous expliquerai ça en détail. Donc ça, ce sera la prochaine vidéo. Il faudra étudier aussi toute la psychologie. Mais en tout cas, prochaine vidéo, je vais vous parler de tous ces grands noms qui ont travaillé pour les agences de renseignement, pour les services secrets ou pour l'ancêtre des forces spéciales, et notamment en Angleterre, aux États-Unis, en France. Et vous allez voir comment on peut gagner l'ascendant sur son adversaire. Et l'étude de l'histoire avec un grand H, vous allez voir que tout n'est que manipulation et complot. Ok? Comme disait Richelieu, je répète, comme disait Richelieu, il y a deux erreurs à ne pas commettre, voir des complots partout et n'en voir nulle part. Méditez là-dessus. Je m'arrête là. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Il y a tellement à dire et je vais développer toutes les pensées que je viens d'initier avec vous dans ces deux premières vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.